Bonsoir, merci. Merci. Attention. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir à la médiathèque de Mouansartou, fidèle à elle-même pour le rendez-vous du Discardé. Discardé, un événement autour des marchands de disques, comment on dit d'ailleurs, tiens, les Fifi, les disquaires. Un événement autour des disquaires que l'on retrouve chaque année depuis 2007 et en France depuis 5 ans seulement. Et la médiathèque de Mouansartou est présente au rendez-vous chaque année, puisque chaque année ils organisent des événements. Alors quelquefois c'est des concerts ou alors comme ce soir une rencontre autour du magasin Itimport que j'ai le plaisir d'animer. Mais je ne suis pas tout seul pour animer ça. J'ai une grande partie de l'équipe de l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est une émission que vous retrouvez sur la Grande Côte d'Azur les mardis entre 19h10 et 21h. Donc j'ai une partie de l'équipe pour m'entourer. Donc Christophe, qui n'est pas là seulement en tant qu'animateur. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Tu n'es pas là seulement en tant qu'animateur, puisque toi aussi tu as tenu un magasin de musique et je faisais la vente de vinyle aussi. Et puis j'ai été très longtemps, pendant presque 15 ans, j'ai été client chez Itimport. Voilà, donc ça sera l'occasion pour toi d'intervenir par rapport au disquaire et de nous faire un peu de live aussi, parce qu'il y aura un peu de live. C'est toi, Christophe, qui t'y colle. Gilbert, bonsoir. Coucou, bonsoir. Voilà. Traditionnellement. Tout va bien? Et ça va, je passe ici par hasard. Il y a une petite heure, j'étais du côté de l'Arme-les-Ventes, du côté de Nice, donc pas très loin du magasin de notre ami ici présent. Donc voilà, je me suis dit pour le D-Day, c'est ça. C'est ça. Voilà, comme je suis venu ici à la journée de la femme, c'est un peu restrictif. Hein. Voilà, une partie de l'équipe de l'Oreille qui gratte à ma gauche, à ma droite, c'est plus l'équipe de l'Oreille qui gratte, c'est Batu, bonsoir Batu, bonsoir, et c'est Fifi de Itimport. Donc Batu, tu es là pour plusieurs casquettes. Déjà parce qu'on t'aime beaucoup et que tu viens régulièrement à l'Oreille qui gratte, donc on est heureux de t'avoir à Mouansartou ce soir. Donc Batu, tu es un des membres du groupe de Boy, tu es aussi dans le groupe Non. On ne fait plus rien, mais oui. Non, tu n'es plus au groupe Non. C'est la logique jusqu'au bout. Donc tu es un musicien niçois qui tourne depuis longtemps, parce que les gens niçoises, 20 ans à votre actif. Au moins. Ouais, plus. Donc tu pourras nous parler de ton expérience de musicien, tu pourras nous parler de ton expérience de grand consommateur de musique, puisque tu as une culture absolument incroyable et défriche plein de choses. Donc tu pourras nous parler de cet amour de la musique et de cet amour du vinyle. Et puis tu as aussi ton propre label, la Monotone. Voilà. Donc tu auras l'occasion de parler de plein de choses volontiers. Voilà, et le must, puisque c'est autour de toi, Fifi. C'est autour de toi que nous sommes tous réunis ce soir à la médiathèque de Mouansartou. Fifi, tu travailles à Itimport depuis quasiment le début, depuis 1981. C'est ça. Voilà, un magasin qui a ouvert en 1981. Voilà, donc un pan de ta vie entier. Qui n'était absolument pas prévu à la base, mais ça s'est passé le hasard tout simplement. Et en tant que client, je suis devenu vendeur, alors que je n'estimais aucune compétence dans la chose, et puis la passion, en fait, c'est ça qui a été le moteur qui a tout déclenché. La passion de la musique, ça entraîne des connaissances, ça entraîne énormément de choses incroyables par rapport aux gens. Cette sensibilité palpable, et tout ça, ça engendre toutes les notes, toutes les musiques. C'est incroyable, ça garde des souvenirs, et des souvenirs incroyables par rapport aux rencontres et à la passion des gens. Et j'imagine que ton boulot n'est pas qu'un boulot, c'est pas toute ta vie, ça doit être une grande partie. C'est une grande partie de par les contacts et de par les gens, ils sont fans de musique, ils découvrent des artistes et pour eux, ils idolâtrent beaucoup, surtout dans le milieu du rock. Quand on est adolescent, on a une démarche un petit peu rebelle par rapport à la société, par rapport aux parents. Et le rock, c'est des posters, c'est des artistes qui ont une vie à part. Et les jeunes s'identifient beaucoup à ça, surtout par rapport à leur vécu, par rapport à l'écriture de la musique, de la manière dans laquelle elle interprète. Et puis bon, le rock en France, je
surtout le rock international, n'a pas une portée comme à l'étranger. Et c'est très important pour les jeunes musiciens de pouvoir à la base commencer de presque rien, puis de sentir, de rencontrer des musiciens, de monter un groupe, de créer quelque chose à soi, et puis quelque chose de très collectif, parce que la musique c'est quand même collectif aussi. Très clairement. Comme il est écrit sur le site de Hit-Import, Fifi, qui est mondialement connu à Nice. C'est à peu près ça. Tous les fans de musique connaissent son visage, sont un jour rentrés dans ce magasin et tu les as un jour conseillés. Et effectivement, sur Nice, toi et toute l'équipe d'Hit-Import, puisque tu n'es pas seul, vous représentez vraiment quelque chose. Donc on passera une grande partie de la soirée autour du disquaire Hit-Import, en sachant qu'il n'y a quand même pas que Hit-Import à Nice, hein, il y a aussi Sonic Import, c'est ça? Voilà, les deux derniers disquaires qui restent à Cannes sur Nice. Il y en a un cas tout à fait. Je connais pas le nom. C'est Vinyle Records. Rue d'Antibes. Non, c'est Rond-Point du Bois d'Angers, mais. Ah oui, pardon. Discotis, nous dit-on. Oui, c'est ça. Discotis, c'est ça. Bien vu. Donc il y a 3 disquaires dans les Alpes-Maritimes. Ça fait pas beaucoup quand même. Non, ça fait pas énorme. Un bassin de 1 million d'habitants, ça fait pas énorme. Toi qui es disquaire, donc en 2007, ils ont créé le Disqueur Day. Tu peux nous parler de ce Disqueur Day, justement, ce qui est, pour résumer, un événement, une nouvelle fête de la musique, si j'ose dire, un événement autour des disquaires et un événement plus particulièrement autour du vinyle. Le vinyle a été quasiment enterré à une époque, les gens n'en voulaient plus, les gens s'en débarrassaient, les gens les jetaient. Le matériel hi-fi, on ne trouvait plus beaucoup de platines, et les gens sont un peu désintéressés du matériel hi-fi. Il y a des gens qui refusent d'avoir du matériel hi-fi chez eux. Pour eux, c'est tout miniaturisé, la musique, ça passe par d'autres systèmes de lecture. Et le matériel hi-fi, les gens s'en sont complètement débarrassés et le vinyle avec. Et moi, je rencontre souvent encore des gens qui me disent « je regrette d'avoir vendu ma collection de disques ». Et c'est trop tard. Et maintenant, donc, ça repart sur une quête nouvelle pour certains, parce qu'il faut reconnaître que l'objet, dans sa conception, le format, les pochettes, qui représentaient un style de musique, un style de vie, ça a un attrait que le CD n'a jamais proposé. Je veux dire, une pochette 30 cm, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui m'ont toujours dit, ils ont acheté des disques par rapport à la pochette, par rapport à ce que ça pouvait représenter pour eux. Le CD, ça peut dématérialiser tout ça, c'est un peu le problème. Et le Disquaire Day, en tant qu'événement pour la France, bon, c'est peut-être pas la hauteur des États-Unis ou des pays anglo-saxons, mais ça relance un peu au niveau de l'information et au niveau de l'attrait et de l'intérêt des gens qu'en fait les disques existent encore. Et on peut retrouver des choses d'aujourd'hui ou d'avant disponibles et puis se faire plaisir. Parce que le but c'est de se faire plaisir. Un disque que vous l'offrez, ça reste. C'est l'intérêt de la chose. Et puis c'est un trait d'union culturel. Vous prêtez un disque, vous le donnez, vous le faites partager à quelqu'un qui éventuellement toujours quelque chose, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais ça reste, je veux dire, de par la pochette, de par la personne qui vous fait découvrir un style de musique, que vous ayez 14 ans, 20 ans, 30, 50, et il y a toujours quelque chose où on remercie quelqu'un quelque part. C'est ça qui est beau dans le vinyle. Je veux dire, vous offrez un vinyle, c'est un objet qui, vous le posez sur la platine, ça tourne, il vit, tout simplement. Et puis surtout, on s'assoit à côté et on l'écoute la plupart du temps. Ça devrait faut se lever pour tourner, mais bon, voilà, c'est un processus qui n'est pas désagréable quand on y réfléchit. J'ai été un peu perdu, mais donc à l'occasion du Disquaire Day, donc, il y a des éditions limitées en vinyle, c'est beaucoup de rééditions d'ailleurs, c'est beaucoup de classiques. Il y a quelques groupes quand même qui font quelques inédits qui sortent uniquement en vinyle, et il y a aussi différents événements dans toute la France, différents concerts autour de ce Disquaire Day dont on fait partie ce soir à Montsartou avec cette conférence autour de Hit-Import et à laquelle va jouer notre ami Chris. Toi, à Hit-Import, qu'est-ce qu'il y a autour de ce Disquaire Day? Vous avez justement eu plein d'arrivages de nouveaux vinyles. Effectivement, bon, il y a une sélection qui se fait au niveau national, bon, donc il y a un système de précommande qui est mis en place, puis on réceptionne malheureusement pas tout ce qu'on peut obtenir. C'est peut-être un petit peu le côté, je dirais, ça manque un petit peu de ça. C'est-à-dire, vas-y, du. Moi, je trouve que c'est une super idée de faire ça pour les magasins, pour que les gens sachent que sortis de la FNAC et des supermarchés, il y a encore des disquaires indépendants.
mais ils prennent ça totalement du mauvais côté en faisant des éditions limitées à 300 exemplaires pour 200 magasins en France. C'est plus un exemplaire quelque chose pour un magasin. C'est idiot. Je pense s'ils veulent que les gens reviennent chez les disquaires, il ferait mieux, d'autant plus que c'est des rééditions, de faire des trucs moins chers déjà, et un peu plus d'exemplaires, faire plaisir à plus de gens, et pas juste à quelques collectionneurs et à pas mal de gens qui Est-ce qu'aujourd'hui, pour aller dans la discussion avec toi, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent du vinyle, c'est pas justement que des collectionneurs? Ou est-ce que tu penses que... Si c'est pour attirer uniquement les collectionneurs, pas la peine de faire discarder les collectionneurs, ils collectionnent, ils continuent. Là, l'idée, c'était que venir un peu plus public, d'élargir la cible. Et dans ce sens-là, je trouve qu'ils s'y prennent très bien. On va demander à Fifi le disquaire, justement. Est-ce que... Moi, je trouve que ça manque un peu de choix, déjà, au niveau des artistes, au niveau des styles musicaux, et ça manque un petit peu de quantité. Je veux dire, c'est un événement, et je pense que ça manque d'ambition quelque part. Franchement, je sais pas si c'est dû par rapport en France, bon, c'est un pays qui a la variété, bon, mais au niveau de l'événement, je trouve que, allez les gars, pas traquer, quoi. Bombardez, allez-y. Vous prenez des risques, proposez de la marchandise, des limitées s'ils veulent, des rééditions s'ils veulent, mais allez-y, c'est une fois dans l'année. Justement, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, d'après toi, le vinyle aujourd'hui, c'est encore un truc réservé aux collectionneurs, ou est-ce que justement c'est le renouveau de la musique, puisqu'on sait très bien que la musique s'est un peu cassé la gueule, et que la vente de musique s'est un peu cassé la gueule, et que maintenant les vinyles se vendent. Donc d'après toi, c'est quoi justement ce marché? Le vinyle, c'est quand même... ça existe depuis plus de 50 ans. Je veux dire, c'est une qualité sonore qui n'est plus à prouver. Et je veux dire, vous prenez un vinyle, vous prenez du MP3, il n'y a pas photo. Je veux dire, il faut quand même... Les gens, et j'ai l'impression que certaines personnes, surtout dans la nouvelle génération, elles sont sourdes. Je veux dire, écouter du MP3, c'est pas écouter de la musique. Je veux dire, alors qu'à une certaine époque, on se battait pour avoir du matériel correct, on essayait d'avoir le meilleur son possible, de par les enceintes, de par la cellule, de par matériel, même si ce n'était pas du très haut de gamme, puisqu'on est satisfait de ce qu'on avait. On pouvait pas se payer des chaînes hyper chères, on allait dans les éditoriaux, on voyait des trucs, ça avait des lumières de partout, vous savez qu'est-ce que c'est. On avait des chaînes, c'est vrai, on avait des chaînes de qualité moyenne, mais bon, on était satisfait de ce que ça produisait. Je veux dire, maintenant, le MP3, je ne peux pas. Un gars, des fois, il m'a fait écouter un morceau au magasin en me demandant ce que c'était. C'est pas possible d'entendre. Et c'est inquiétant. Vraiment, c'est inquiétant. Après, bon, le film. Mais est-ce que tu constates que, effectivement, le MP3 c'est un moins conscient, ça je suis d'accord avec toi. Le vinyle, chaque vinyle a son son un peu particulier, ça on est d'accord, mais est-ce que tu constates que ça se vend mieux, qu'il y a une relance de plaques de vinyle? Évidemment, vu que c'est parti de quasiment rien, parce qu'à un moment on n'en trouvait plus, parce que les maisons de disques aussi, elles ont tout fait pour voir le CD. Je veux dire, dans les années 85, les grandes marques de chaînes filles, pour citer personne, bon, ils sortaient un grand disque d'artistes connus, le CD, le son de demain, et ils ont tout fait pour sacrifier le vinyle. Et donc, et d'ailleurs, vers la fin, les pressages de vinyle qu'ils sortaient, c'est des qualités vraiment médiocres. Je veux dire, c'était des séries économiques, mais la qualité sonore n'y était plus. À part, il fallait acheter, bon, il y a des gens qui disaient, ouais, moi j'ai que du passage américain, du passage anglais, du passage japonais, parce que les passages qui étaient disponibles, bon, c'est pas cher, mais c'est de très mauvaise qualité. Donc, je veux dire, si vous voulez sacrifier un support au profit d'un autre, c'est facile. Et en plus, on double le prix. Parce qu'il y avait quand même une furieuse à ce moment-là. Bien sûr. Le vinyle n'est pas un peu trop cher d'ailleurs, d'après toi, aujourd'hui? Alors, l'argument qu'ils disent, c'est que comme c'est pressé en beaucoup moins de quantité qu'avant, donc forcément c'est plus cher. Bon, là, j'ai pas toutes les données en main, mais ça me paraît quand même onéreux. Maintenant, il y a une chose, je crois que quand vous vous êtes arrêté, les prix devaient tourner aux alentours de 85-95 francs, à peu près. Bon, vu l'augmentation de la vie, je ne sais pas, c'est pas une comparaison impossible, mais ça monte aussi. Et tu les vois pas de la colle de l'hiver. Bon, alors, le vinyle de base simple, ça tourne aux alentours de 20 €. C'est cher. Pour une personne, bon, à notre époque, on achetait, il y en a qui achetaient entre 5 et 10 000 par semaine. Là, c'est possible. Même en tenant compte, comme disait Fifi, de l'inflation et tout ça, ça devrait être à 15 € maximum un disque vinyle. Sachant combien ça coûte à fabriquer et que les prix décroissent, c'est des grosses quantités.
quantité, ça ne devrait pas être plus cher que ça, alors que maintenant la moyenne, comme vous disiez, c'est au moins 20 € pour n'importe quelle nouveauté. Et ce qui est encore plus anormal, c'est que les rééditions des trucs qui sont amortis depuis la nuit des temps, comme les rééditions des Beatles il y a pas longtemps, je ne sais pas, c'était 30 ou 32 € un album, c'est carrément du vol, ça coûte 3 € à fabriquer, c'est amorti depuis le disque qui est sorti en janvier 65, en février il était déjà amorti, le studio là, et ça fait 40 ans qu'ils se gavent là-dessus, c'est pas normal qu'ils essaient encore de fourrer ça comme notre vintage, alors que c'est une réédition qui coûte pas cher à fabriquer. C'est peut-être ça qui est inquiétant pour le... Et s'ils étaient un peu plus intelligents, ils devraient se dire on vend 100 000 disques à 15 € que juste 10 000 avec son collectionneur à 32 €. C'est là où on se mord un peu la queue, parce qu'il y a une relance de la vente de par le vinyle et ils font un peu la même erreur avec le CD en le mettant peut-être un peu cher. Mais toi-même, quel est ton rapport au vinyle? Est-ce que tu es toujours resté au vinyle ou est-ce que comme tout le monde, j'ai toujours acheté que du vinyle. Toujours acheté que du vinyle. Mais à une époque, c'était difficile parce que il y a des trucs qui sortaient pas en vinyle. Donc, je trouve que j'avais été résolu. Donc ça veut dire que ce soit reparti, même si ce retour du vinyle c'est un peu exagéré, ça veut dire que c'est passé de 1% à 5, enfin je sais pas, j'ai des chiffres au hasard, mais en gros c'est ça. Donc c'est pas non plus, c'est pas une vague, c'est pas un tsunami. J'ai demandé à mes collègues de l'oreille qui gratte leur rapport au vinyle. Je sais que Gilbert, toi tu es un grand fan de vinyle, régulièrement tu viens avec plein de pochettes que tu nous montres. Oui, à la radio, j'ai montré quelques pochettes parce que les jeunes copains n'ont pas connu ça, comme disait l'autre. Et moi, ce qui m'a plu pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis une douzaine d'années où j'ai connu un petit peu le monde musical ici, tous les groupes qu'on voyait, qu'on invitait à la radio et tout, c'était du MP3, c'était du CD, c'était du machin, puis voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, les groupes, même très jeunes, ils ont le MP3 un peu pratiquement pour leur CD, pour leur promotion. Ouais, ils les distribuent comme ça. Et ce que je fais d'ailleurs toujours, et ils vendent des vinyles, ils refont des groupes de très jeunes, ils recommencent à faire des vinyles, des beaux objets, plus ou moins beaux, ça dépend des fois, mais en tout cas, moi comme je leur dis, si vous avez des vinyles, moi je vous les achète. Les CD, tout ça, j'en veux pas. Vous me les donnez, je les passe à la radio. Mais le vinyle, je l'achète. Et tous les vinyles qu'ont sorti des groupes, non par exemple, ou d'autres, je les achetais au volume ou ailleurs. Il y avait des petits 45 tours, il y avait des disques plus grands. Ah tiens, il y a ces qui sont sortis. Ah. Et c'est un acte délibéré de dire je vais acheter un vinyle. Je n'achète pas de CD depuis des lustres, puisque de toute façon on trouve sur Internet, alors ça ne sert à rien d'acheter le CD, il ne faut pas l'intérêt. Alors vinyle c'est toujours intéressant, c'est un objet qu'un artiste a décidé de faire. C'est ce renouveau, parce que toujours plus de groupes, il y a des petits groupes qu'on a reçus magnifique, il y en a par personne. Ils sont venus avec un vinyle par personne, ça fait plaisir, moi j'avais une cher. Mais il y avait ici même, puisqu'on a la médiathèque de Sartou, ici même il y avait eu Anna qui, pour leur séparation, avait fait une très belle soirée ici même. Elle est sortie d'un vinyle posthume qui était le live enregistré à l'occasion de posthume, pas tout à fait. Il n'existe plus. Donc voilà, la dernière fois que je suis venu à Sartou, c'était autour du vinyle déjà, décidément. Christophe, toi, qui est plus jeune. Moi je suis né avec le vinyle aussi, mes parents ils en avaient des quantités, j'ai été élevé avec les vinyles d'Otis Redding et des Rolling Stones par ma maman, et puis plus par la musique de film Ennio Morricone par mon papa. Mais bon, j'étais à l'école à côté de X, donc j'ai profité de leurs bienfaits culturels qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Le vinyle, moi je suis un gros fan de Floyd et de musique 70s. Et quand il y a eu une espèce de réémergence du vinyle, la première chose que j'ai fait pour mes 30 ans, je me suis payé une platine et je me suis acheté tous mes albums préférés en vinyle. Et quand j'ai écouté le vinyle, je me suis dit, mais j'avais oublié à quel point ce produit était juste formidable. Réécouter, peut-être que dans l'assemblée on me le dira, mais réécouter genre Middle ou Dark Side of the Moon, écouter Pearl de Janis Joplin, ou Electric Ladyland, ou des albums comme ça qui ont fait des grandes heures. C'est juste magnifique. Je me suis rendu compte que sur Dark Side of the Moon, à un moment donné, on entendait une guitare qu'on n'entend jamais. Sur le CD, il y a le MP3. Et c'est ça qui est fabuleux. Et par rapport à ce que disait Fifi, pour moi, c'est peut-être idiot, mais le vinyle, c'est carrément le symbole de la culture. Aujourd'hui, dans n'importe quel type de magasin qui fait du vintage, à chaque fois qu'on va acheter un truc vintage,
vintage, le premier symbole musical qu'il y a, c'est soit la mixtape, soit le vinyle. On achète des disques, on achète des fringues, on achète des sacs, des stickers. Tout est orienté. Il y a même une marque qui a fait un truc génial. C'est une nana black en train de chanter. En fait, ça sur une espèce d'énorme coiffure afro, en fait, c'est un vinyle. Et on le voit de plus en plus. Et je pense que c'est émergent, c'est réémergent. Et j'espère que ça fera encore les grandes heures de gloire de hit, parce que même Melody Nelson en vinyle, c'est juste une tuerie, quoi. Nous sommes ce soir à la médiathèque Le Mansartou autour du disque RD, donc cet événement qui a lieu tous les ans, c'est demain officiellement, cet événement qui a lieu tous les ans autour du disquaire et autour du vinyle. Donc Christophe, si tu veux bien les mettre en place pour nous faire un premier morceau en live. Et donc la médiathèque de Mansartou, on remercie et félicite Philippe Gamba et Vincent Corbier d'être aussi actifs et d'avoir toujours des idées aussi originales pour défendre la culture et la culture indépendante. Merci de nous recevoir une fois de plus. Et donc ce soir, à la médiathèque de Mansartou, nous discutons autour du vinyle et plus particulièrement autour du disquaire Itimport, célèbre disquaire niçois ouvert depuis les années 80. Et on a battu des dames de Zoé qui nous accompagnent pour jouer au conférencier, pour grossir son CV. J'ai bien aimé ce que tu disais hier soir. Christophe, tu es prêt pour nous faire... Christophe qui est normalement avec nous au micro de l'oreille qui va t'entendre, l'animateur qui est aussi un musicien. Il a tenu une boutique de disques, donc Musique sur Rance. Et il est aussi musicien puisqu'il fait du tribute à Pink Floyd. Et on lui a demandé de nous accompagner ce soir et de nous faire un peu de live. Christophe, c'est à toi. Allez, premier morceau, je fais un Pink Floyd comme ça change pas. Alors, merci Christophe. Nous allons parler maintenant un peu de Itimport, la boutique de disques niçoise de la rue Les Pentes. Je suis allé sur votre site et c'est assez marrant la petite phrase que vous avez écrite pour vous décrire. Je vais vous la lire. Notre but,
Notre but, c'est vous satisfaire en vous faisant aimer la musique que nous avons au magasin et que nous pouvons avoir, car nous sommes fermés à aucun genre musical. Nous ne voulons pas ressembler aux autres qui sont nés avec Internet. Nous restons d'abord un vrai disquaire qui saura vous conseiller, vous dénicher ce disque que vous cherchez désespérément depuis trop longtemps. Depuis 1980, nous donnons satisfaction à nos clients, pourquoi pas vous? Donc c'est ça la définition de Hit Import, c'est des défricheurs qui essaient à chacun de découvrir la perle. Il est évident que le paysage musical a énormément changé. Déjà, il y a une chose très importante, il y a beaucoup plus d'artistes maintenant en 2015 qu'à l'époque du vinyle. Donc la musique a énormément évolué, les styles sont énormément mélangés. Vous côtoyez du rock avec de l'électro, il y a le retour du garage, tout le public maintenant, avant c'était quand même il y avait le folk, le blues, maintenant les gens sont ouverts à des styles de musique beaucoup plus différents déjà, et ils ont des goûts musicaux qui évoluent énormément, et donc il faut trouver le courant musical qui va interpeller une personne et l'artiste qui va représenter au mieux le courant musical recherché. Et donc ça veut dire que vous aidez le client. C'est très difficile maintenant c'est plus difficile maintenant de satisfaire quelqu'un qui c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile. Il y avait moins d'artistes, il y avait moins de styles. On sent depuis quelques années, ça a énormément évolué. Rien que dans le rock, en tant que général, je parle même pas. C'est impressionnant. Et cette évolution, elle est due à Internet, d'après toi? Disons que maintenant, vous appuyez sur un bouton, le gars il me connaît l'histoire de la CDC ou l'histoire de Robert Johnson, c'est vite fait. Alors qu'avant, il y avait des magazines, c'était tout. On écoutait quelqu'un, un artiste, comme ça, on regardait, mais on croyait que c'était le Messie, parce qu'on apprenait des choses qu'on ne pensait pas savoir, j'en ai pour penser que ça puisse exister. Voilà, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que ce qui est un peu regrettable, c'est que dans la jeune génération, j'ai peur qu'ils soient plus vite blasés que nous on l'était. Nous, on n'a jamais été blasés par rapport aux artistes et par rapport à la musique. Là, l'afflux d'informations, j'ai un peu peur que les jeunes, je me rends compte au magasin, ils décrochent assez vite. D'un artiste, ils vont aimer une chanson, deux chansons. Ce qui marche énormément, c'est la chanson d'une BO ou la chanson d'une série télé. Au-delà de ça, ils ne s'intéressent pas trop à l'artiste, à ce qu'il a vécu intérieurement quand il a fait ce morceau, pourquoi ça représente ça pour lui. Et ça, ils sont en train de passer un peu à côté de ça. Et je trouve que c'est un peu regrettable. Si on pense que c'est ton artistique, je trouve que c'est un peu regrettable. Tu essaies de faire de la pédagogie au magasin, toi, la pédagogie, c'est difficile. Parce que bon, des fois, il y a des débats, je dirais, cervelés, je veux dire, sur des... Ouais, sur ce qui n'est pas bien, lui, il est commercial, lui, il a travaillé la musique. Bon, c'est jamais bien méchant. Et à la limite, c'est assez rigolo, parce que heureusement que tout le monde n'aime pas la même musique, ça serait catastrophique. Mais en même temps, il appartient, bon, les oreilles, comme me dit mon collègue du magasin, c'est un peu comme le palais, je veux dire. Avec les années, bon, ça évolue. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'étais incapable d'écouter à 15 ans, et puis bon, maintenant, ça se passe beaucoup mieux, heureusement. Mais on a l'impression que c'est pas facile pour tout le monde de sortir de son genre, quoi, parce qu'il y a surtout il y a un genre, quoi, de par le look, de par certaines habitudes. Le jeune qui a écouté du black metal, bon, il a un rébellion contre la société. Il y a le gars qui va écouter la musique progressive, c'est bon, c'est un espèce de doux rêveur qui aime les mélodies. Enfin, il y a des clichés, malheureusement, qui existeront toujours. Bon, et maintenant, la diversité musicale, ça peut changer, mais c'est difficile, surtout en France, parce que, bon, franchement, on n'est pas très aidé. Il y a aussi le non-look, les musiques indépendantes, c'est souvent le non-look. Exactement. C'est vrai un peu de tout ça. Mais bon, les jeunes s'identifient énormément aux artistes, et puis bon, il y a une manière de porter un jean, une manière de s'habiller qui font que. C'est fédérateur aussi. Hein. Vous allez inventer des vêtements aussi. Hein, oui, non, ça marche. Le gothique, c'était un truc monstrueux. Je veux dire, avec les films comme Crow, tout ça, les gars, ils avaient tout un accoutrement, maquillage compris. Quoi. Je veux dire, bon, Robert Smith de Kyo, c'était incroyable. J'étais à Calumet, je me rappelle, à un moment, le mec qui écoutait pas Kyo, il était banni. Et ça marche, non, mais c'est vrai, je veux dire. Tout le monde ne connaît pas Kyo, en fait. Bien sûr. Enfin, je vais rappeler que sur la bio où tu es connu mondialement à Nice, on dit que tu aimes la musique progressive Pink Floyd, puisque Chris... Oui, c'est la partie de ma culture. Bon, j'ai 53 ans, bon, je me suis intéressé aux 70s.
parce qu'effectivement, à un moment, ces groupes-là représentaient déjà des icônes en tant que musiciens, en tant que groupe aussi. Ça, c'est important. Et il faut faire la différence, je pense qu'il faut faire la différence entre le rock américain et les rock anglais. C'est totalement différent. Les Américains, ils ont imposé des chanteurs indépendants, souvent accompagnés, et les Anglais, eux, ont plus axé leur musique sur les groupes. Et c'est toute la différence entre le rock américain et le rock anglais, en fait. Ça pour moi était la grosse différence. Je crois que les Anglais, bon, avec les Beatles, les Kings, les Stones, ils sont avancés, je dirais, en tir groupé vers la musique. Les États-Unis, ça a plus été un artiste seul qui composait, qui s'est avancé. Bon, je pense à Presley évidemment, mais après, bon, plein d'autres. J'aime bien ta lecture des choses qui est peut-être juste, mais j'avais jamais imaginé ce que c'est en train de dire. C'est ce que j'ai ressenti, parce qu'en fait, les groupes anglais, de par leur écriture qui est complètement différente, parce que bon, les Anglais, ils ont rattrapé le blues américain, et après, ça a changé, ça a évolué dans des styles musicaux différents, mais ils fonctionnaient en tant que groupe. Alors que les États-Unis, j'ai plus l'impression que l'artiste était seul. Et autour de cet artiste, il y avait des compositeurs, il y avait des studios d'enregistrement qui faisaient enregistrer ces artistes. C'était quand même différent. Bon, même les États-Unis, de par l'immensité culturelle, ils étaient leurs premiers, ça c'est sûr. Mais la différence, c'est important. Comme après, il y a eu le rock allemand, etc. C'est intéressant ce que tu nous expliques, preuve qu'il faut aller t'importe notamment pour écouter de la musique, pas seulement pour en acheter, si on en acheter c'est bien, mais pour l'écouter et pour discuter aussi justement avec Fifi et avec Ludo, parce que toutes ces choses-là, vous pouvez passer des heures. On va demander à toutes les personnes qui sont autour de la table le rapport avec le T'importe, puisque on le rappelle, c'est le disquaire niçois de légende qui est rue Les Pentes depuis 1980. Baldu, c'est quoi toi ton rapport à ce magasin précisément? Moi j'ai toujours connu 8, parce que quand j'étais au lycée, c'était rue Geoffredo à l'époque, au tout début. Et en plus c'est sur le chemin de chez moi, donc j'y passe vraiment régulièrement. Voilà, pour discuter, mettre une affiche de concert, laisser des flyers. C'est pour ça que c'est important un disquaire, sinon évidemment presque tout on peut le commander directement au label ou sur Amazon, mais le but c'est pas non plus de rester chez soi et de rencontrer personne. Moi j'aime bien traîner dans la librairie, dans les magasins de disques. Ce sont des bons comptes aussi. Ça manque un peu à Nice. Christophe, ton rapport toi avec le T'importe, c'est quoi? Pink Floyd. Merci. Non, moi j'ai commencé à être client chez HIT quand j'étais adolescent, quand j'avais 15 ans, puisque j'étais à Sacerno, et il y a qu'à HIT qu'on trouvait du goodies. Et les t-shirts, des trucs comme ça, il n'y a que chez eux qu'on les trouvait. Les imports, il n'y avait que chez eux. Les vinyles, les fringues, les bagues, les stickers, etc. Donc, comme on dit tout à l'heure, maintenant, heureusement qu'ils existent encore parce que ça reste authentique. On aime un artiste, on veut forcément, à un moment donné, quand on est ado, on veut un t-shirt. On veut un t-shirt, on veut une bague, on veut une tasse, on veut une horloge, on veut, je sais pas, moi, un caleçon, ce que vous voulez. Et c'est ce genre de magasin-là, voilà, moi j'y ai traîné souvent parce qu'on pouvait acheter une place de concert. Et puis c'est vrai que pour avoir une boutique après, d'ailleurs c'est Alex Desbé, moi, qui m'a aidé à monter ma boutique, donc encore un de la rue. Non, mais c'est vrai que le quartier des Pentes, pour ça, entre les magasins d'instruments, et c'est un quartier assez vivant, il y a des lycées aux alentours, il y a un vivier de jeunes assez intéressant. Mais moi j'ai une anecdote qui m'a fait rire. Une fois il est rentré 2-3 gamines qui devaient être au Sacerno ou à Calmette, et une des deux qui a dit à sa copine, mon grand-père venait là. Et là je me suis dit oui. Quand même. Ouais, mais ça prouve bien que les générations qui écoutent de la bonne musique, comme le vinyle, elles passent le temps, quoi. Ça passe les barrières du temps. Enfin, moi, je suis en école de son aujourd'hui, je suis avec une bande d'ados, entre guillemets, de jeunes adultes de 20 ans, pardon. Et il faut voir les goûts musicaux qu'ils ont. Et si ça ne frappe pas, et si c'est pas du MP3, ils sont pas contents. Alors que finalement, le fond de la formation, il se fait sur l'apprentissage, le mixage analogique. Et on nous apprend à dire, voilà, si vous deviez mixer pour un vinyle, ça se passe comme ça. On a des cours spécialisés sur l'analogique. Et la plupart des cours sont désertés par la jeune génération, alors que nous, les vieux, les vieilles, on y va et on écoute religieusement parce qu'il y a un son que nous on connaît et eux n'ont pas été éduqués avec. Donc si les parents arrivent à transmettre, ça c'est quand même fabuleux. Je pense que la grosse différence actuellement, c'est qu'il y a une individualisation. Les gens ils sont individuels dans leur écoute et dans leur goût. Avant, on achetait un disque, vous avez le tournée des copains, écoute, c'est assez fabuleux, achète-le, machin, on était 2, 3, 5, 10 à écouter le disque.
c'est religieux, mais fou. Maintenant, chacun découvre personnellement un artiste chez soi et ne le partage pas forcément. Ça, c'est un peu refait. Franchement, je trouve ça refait. Avant, c'était. Oui, il y a longtemps de plaisir à le faire découvrir justement qu'à écouter tout ça dans sa Je pense qu'on a une claque monumentale et puis en plus cette claque, on l'a fait partager. Et puis il y avait l'argumentaire. C'est comme ça qu'on a découvert la musique au travers des magazines qu'on a lus, mais aussi au travers, voilà, dans les cours de collège, on discutait des heures et des heures avec les collègues. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu comme ça, toi aussi, peut-être arrivé à la musique, par des discussions sur les jeux et les autres. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Rien vaut une cours d'école à la récré pour échanger ce genre d'infos. Moi je me rappelle à l'époque sur les pupitres, le mec écrivait à la femme en faisant Moi je me rappelle d'avoir connu des groupes parce qu'ils étaient marqués sur mon pupitre. C'était le cas encore dans les années 90. Moi j'étais à Sacerno, donc comme toi, et fin des années 90. Et bon, je ne veux pas dire sous le manteau, mais c'est vrai qu'on a échangé. Moi, le gros de ma culture musicale, je l'ai fait au bahut, quoi. À l'époque, il n'y avait pas encore de MP3, 90-92, et on s'est échangé les albums. Et c'est comme ça que j'ai découvert les danses, les disjockey, etc. Et quand des potes n'avaient pas le truc, on filmait le CD, tiens, tu l'écouteras. Et on faisait les mixtapes qu'on écoutait, et on s'endormait avec les mixtapes sur les oreilles, enfin, les cassettes avec le petit crayon qu'on fait tourner, vous vous souvenez. Et c'est vrai que c'est toute une époque quand même, quoi. Et on en revient. Tu vas te mettre en place, s'il te plaît, Christophe, pour un deuxième morceau. Et pendant que tu te mets en place, Gilbert, on va nous dire quel était son rapport à Itapor, parce qu'il est parti juste au moment où j'allais lui poser la question à lui aussi. Moi, j'ai un petit problème avec Itapor, j'y suis allé quelques fois. Mais moi, il n'y a que 10 ans que je suis dans la région, alors forcément, je n'ai pas des souvenirs d'enfance de Itapor. J'étais déjà grand-père. Alors pourquoi tu as choisi d'aller à Itapor plutôt qu'à la FNAC ou à Virgin? La première fois, par hasard, j'ai vu ce magasin-là, je ne le connaissais même pas, j'allais chez un médecin dans le coin. J'ai mis d'un pour. C'est vrai qu'il y a c'est les médicaments. On l'a qui vendait des livres et tout. Voilà mon rapport. Voilà. Sinon, je n'ai pas des souvenirs d'enfance comme les gens ici, puisque mon enfance était loin d'ici. Christophe, voilà, nous sommes à la médiathèque de Moinsartou ce soir autour du disquaire D où on parle de Itapor, le disquaire niçois qui est là depuis 1980 avec Batu des deux boys qui nous accompagnent et une grande partie de l'équipe de l'oreille qui gratte au micro. Et c'est Christophe maintenant pour la suite d'un petit live acoustique. Allez, on dit là.
Dylan, ça donne envie de lire. Vous vendez des livres autour de la musique aussi, et d'accord? C'est difficile. On a essayé de faire parler les librairies étrangères, c'est pas des ventes. Vraiment, les gens, l'anglais en France, on sait très bien comment ça fonctionne, c'est compliqué. Et après, il y a un éditeur en France qui fait quelques livres en français, mais bon, assez cher quand même au niveau du prix. Et puis, voilà, aussi la lecture, plus facile d'écouter un disque livre. Il y a la maison d'édition de Gaulle Reste qu'on connaît beaucoup ici à Montsartou notamment, et il y a 3 belles sorties aujourd'hui de ce. Ouais, excellent éditeur, vraiment. Qui est basé sur Aix-en-Provence, je crois, Marseille. En tout cas, un très bel éditeur qu'on a le plaisir de voir régulièrement ici même à Montsartou, puisque nous sommes à Montsartou à l'occasion du Disqueur Day et on discute autour de Guitare-Port. Alors, si vous nous écoutez, puisque c'est une émission, c'est pas une émission, c'est une discussion à la médiathèque de Montsartou, mais sera aussi diffusée sur la web radio de l'Oreille qui gratte, radio.l'oreillequigratte.com. Donc si vous nous écoutez, vous ne vous rendez pas compte, mais ici on a mis un joli décor. Philippe Gorba, le directeur de la médiathèque de Montsartou, a décoré avec plein de vinyles par ses soins. Fifi, c'est lequel de vinyle qui te parle le plus dans ceux qui sont derrière nous? Excusez-moi. Sur le plan, bon, voilà, il y a la pochette, il y a l'artiste. Bon, je pense que la pochette de Zappa chez Kermouti, ça reste quand même un monument. Et bon, après, j'ai une petite pensée pour la pochette du groupe Shylock, la compagnie Niçois, qui a enregistré leur album dans une église. Quand même, c'était pas trop courant de faire ce genre de choses à l'époque. Et puis, alors aussi, la fête sauvage de Vangelis, 50 pochettes de vinyle, c'est quand même pas mal. Il faut reconnaître que c'est quand même pas mal. Mais bon, on retient quand même, il y a un travail quand même artistique important de ces pochettes. La pochette des Stranglers, c'est extraordinaire. Le Raven, c'est bien représentatif d'une musique, il y a quelque chose de sombre, de menaçant. Voilà, tout est exprimé à travers les pochettes, c'est assez incroyable, les artistes sont très très forts. Parce qu'il fallait se mettre d'accord avec des designers, des gens qui concevaient des pochettes, et il fallait que ces gens-là captent tout ce que le groupe avait à dire. Oui, et puis capter un peu tout ce que le groupe avait à dire, c'est important. Et les pochettes qui resteront, même si on n'écoutera jamais les groupes, il y a des pochettes qui resteront inévitables, c'est incroyable. Belles-tu? Il y a quoi qui te plaît dans les vinyles qualifiés? Mon premier, Dashiell et Dayat, obsolète. Pochette est horrible, pardon. Disque de Cannes, Future Days et Terry Riley. Et les Stranglers aussi. Et Gilles, des choses que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il y a pour nous Finalement, il y a deux choses de 2 époques différentes, mais qui sont tout de même en vinyle. Il y a Thiéphane, qui est un ami personnel et que j'adore. Donc, surtout cette époque-là, avec Soleil cherche futur, etc., c'était vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, il va passer à Lens cette année, donc je vais aller revoir mon ami Thiéphane. Voilà, du Sud, oui, tout à fait. Et puis, je suis comme Baldu, et comme Monsieur Bourba, Dashiell et Dayat, c'était vraiment un truc que j'ai découvert à une époque, voilà, qui était vraiment une nouveauté, parce que moi j'étais plutôt dans les trucs, forcément. J'avais un guitare-port quand j'étais à Paris. On allait au passage du Lido Musique, il n'y avait que là qu'il y avait des bonnes importations, tu connaître. Donc j'étais toujours fourré au Lido Musique. Et puis, donc voilà, c'était mon guitare-port de l'époque. Bon, voilà pour les disques. Et toi, Chris, derrière, qu'est-ce qui te parle? Alors là, je vais me faire lyncher, j'en connais pas beaucoup. Mais tu es le plus jeune. Ouais, bon, forcément le Thiéphane, parce que je suis un immense fan. D'ailleurs, on a parlé du nouvel album à la radio avec Gilbert il y a quelques semaines. Soleil cherche futur, c'est un des préférés. L'univers Thiéphane, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans la cour de Sacerdo. Et c'est un prof de sport qui me l'a passé sous le manteau cette fois-ci. Étonnant, ouais. C'est mon prof de sport qui était grand fan, qui m'a filé les albums de Thiéphane. Le Souchon, mes parents l'ont écouté pendant des années. Et puis, quand on est guitariste, entre guillemets, on veut faire large, variété rock, on passe pas à côté d'un bon Santana. J'en connais quelques-uns, j'ai écouté le Genesis, je le connais, mais vite fait. Et le Zappa, j'accroche pas énormément. C'est vraiment un duo à la guitare, c'est pas vraiment ma cam, mais c'est indéniable, quoi. Il a révolutionné le monde des guitares héros, quoi. C'est vraiment un grand monsieur.
Ce que vous pouvez vivre à Itintor, donc rue des Pentes à Nice, avec des discussions avec les disquaires, vous pouvez aussi le vivre à la médiathèque de Montsartou, où Philippe vous accueille et discute aussi longuement avec vous, si vous le souhaitez, sur les différents disques qui sont donc à votre disposition. N'hésitez pas à venir ici même à Mons. Alors, on va revenir sur Itintor. Donc le magasin a ouvert en 1980, donc tu peux nous parler de l'ouverture, même si tu es arrivé un an après. Un peu plus tard, le magasin a ouvert en février 80. Bon, à la base, c'est un magasin plutôt généraliste. Et il y avait quand même pas mal de disques à Nice encore à l'époque. L'évolution s'est faite toute seule, donc public jeune, lycéen, et c'est parti sur la musique internationale, le rock, et puis bon, après il y a eu l'événement à un moment qui a marché, c'est le hard rock et les Public 70s qui a explosé. Donc ça a été la conquête de l'Ouest quelque part. C'est vrai, parce que honnêtement, il y avait d'autres disquaires qui étaient plus spécialisés dans ce type de musique. Bon, malheureusement, quand la FNAC est arrivée, ça a fait un ménage, inévitablement. Mais c'était incroyable l'engouement que ça suscitait, un petit magasin de disques, l'engouement que ça suscitait, c'est monstrueux. Les gens venaient, ils ne pouvaient pas rentrer, ils restaient dehors, ça discutait, voilà, c'était vivant, ça donnait une vie à le quartier, les gens passaient devant, ils se posaient des questions avec, il y avait des looks incroyables, le punk, le gothique, le métal de base, voilà, c'était à l'anglaise. Et moi je me rappelle être monté en Angleterre et à Londres, on a vécu des magasins comme ça. Et donc c'est vrai que ce magasin il était un peu anglo-saxon à la base. Après, en montant sur Paris, on a connu des magasins des années 80 dans le même genre. Mais des années 80, au début des années 80, ça a lancé plein de styles de musique. Le rock, le pop, le hard, la new wave, le punk, tout était là, et avec la petite courrier, avec la choisir. Il y avait des gens qui pouvaient aimer les Stray Cats pendant un mois, parce qu'en plus les lycéens, ils ont quand même assez versatiles. Ils aimaient les Stray Cats un mois, et puis 2 mois après, c'était des Depeche Mode. Voilà, c'était incessant. Mais toujours avec, et en plus, des artistes du haut niveau, des disques de qualité. C'est quand même important. Il y a, toujours sur le site, le style, il y a écrit Hard Punk New Wave. C'était ça au départ? Au départ, c'était plus généraliste. C'est devenu la principale. Il nous est arrivé des hard rockers en masse. Et puis la variété internationale aussi. Et puis, la new wave et le punk, c'était un peu plus délicat. Ça s'est fait un peu par la suite. Parce qu'il y avait d'autres magasins qui travaillaient peut-être plus ce genre de choses. Et puis, les styles musicaux fonctionnent un peu en fonction des régions quand même. On sent que dans le sud, il y a des choses qui ne marchent pas dans l'ouest de la France. On se rend compte, l'alternative français, ici, ça n'a jamais trop la cote. Contrairement, on connaissait les disquaires de Bretagne ou du centre, je veux dire, il n'y a pas de même engouement sur les styles de musique. Voilà. Oui, c'est assez expliquable, je suis Notre-Dame. Oui. C'est vrai que c'est assez explicable. L'équipe est à peu près la même depuis. Oui, depuis le début, Jean-Paul, le patron qui va le magasin en 80, qui était un passionné de musique, d'ailleurs il fallait être passionné pour ouvrir ce magasin. Et moi je suis arrivé donc peu de temps après, et Ludo est arrivé quelques temps après. Il y avait un autre vendeur, Christophe, d'ailleurs, qui s'occupait plus de rayons musique new wave, gothique, industrielle, qui est resté pas mal d'années avec nous. Mais là c'est devenu quand même très très difficile. De par le travail, et puis il faut connaître les choses, les ventes de disques sont complètement effondrées, donc forcément ça change un peu. Import. Pourquoi import? Parce que c'est tout simple, il y a des disques que vous ne pouvez pas trouver en commandant dans des distributeurs normaux, c'était pas possible d'avoir des disques tout simplement. Je dirais import, c'était proposé. Moi, je n'ai pas connu les années 70, mais il y a des disques d'artistes très connus américains qu'on trouvait quand même pas. Donc, le gars qui était fan d'un artiste comme Jackson Browne ou Grateful Dead ou Buster Scruggs, c'était de l'import. Puis même à l'époque, moi je me souviens quand les potes ils sortaient un import, c'était la classe quand même. Attends, moi j'ai l'import. Ouais, parce que la qualité des pressages, les pochettes sont en général, les pochettes américaines sont plus épaisses, le pressage est de meilleure qualité. Et puis quand c'est les États-Unis, c'est forcément meilleur. D'ailleurs, il avait été dit par Georges Martin que la plupart des grands fans de vinyle n'ont jamais vu les pochettes. Il y a certaines pochettes de certains artistes qui ont été camouflées avec des emballages opaques. Et les mecs, ils prenaient, ils ouvraient la lame de rasoir pour sentir l'odeur des États-Unis ou de l'Angleterre. Et ils n'ont jamais vu la pochette du disque. À savoir l'album
comment il s'appelle Wish You Were Here de Pink Floyd. Il y a eu celui des Beatles, très connu, avec la bande dessus, je me souviens plus du nom. Et il y a eu aussi un album de Janis Joplin qui était en fait cellophane en rouge. Et quand il l'ouvrait, il y a des gens qui ont attendu d'avoir Internet pour connaître la pochette. Et en fait, le disque était sorti religieusement pour le poser, l'écouter, et rentrer. Je trouve ça fabuleux. Maintenant, c'est l'instantané depuis qu'il y a Internet. On appuie, on peut télécharger légalement ou illégalement, on peut commander sur Amazon si on veut. Mais avant, c'était instantané et bref, vous avez compris. On était obligé d'attendre longuement que le disque arrive. On pensait pendant des mois et des mois. Quel est ton rapport justement, toi, Batu, qui est collectionneur, à cette attente, à cet avant-Internet, quand on choisissait les disques un peu sur les magazines anglo-saxons, quand ils attendaient? Bon, ça n'a pas tellement changé. J'aime bien quand même acheter des disques au feeling, pas écouter avant, me dire tiens, ça a l'air bien, quitte à le planter. Parce qu'une écoute rapide sur Internet, il y a plein de choses. Tout à l'heure, tu me demandais mes disques préférés. Si j'avais écouté Calme la première fois, il y a 25 ans, juste une minute sur Internet, je me serais dit tiens, c'est un peu bizarre, c'est pas trop mon truc. Captain Beefheart, tout plein de trucs, Terry Riley, c'est pas le truc qui accroche la première minute. Donc, Internet, c'est bien quand même. Évidemment, on peut écouter des trucs, mais ça pousse un peu au superficiel. Alors que voilà, tu achètes un disque de Captain Beefheart, même si au début tu trouves ça un peu bizarre, tu le réécoutes 2 fois, 3 fois. Et donc toi, la musique, tu la découvres au travers des discussions, au travers de magazines, au travers de blogs, au travers de discussions avec Fifi ou d'autres vendeurs de disques, au travers d'émissions indépendantes Ouais, en achetant des trucs et puis en lisant des articles où il disait que ça ressemblait à autre chose, en creusant un peu comme ça, quoi. Et par des connaissances aussi. J'ai peur qu'il peut intervenir à ce moment-là. Vas-y, C'est tout. La radio, il y a un moment, on a rapporté des réponses évidemment. Oui, mais là, c'est offert par la radio, moi, ça Je voulais dire que moi, les vinyles qui étaient très anciens, des années 60, 65, que j'en vois qui sont en très très bon état parce que j'avais la chance d'avoir un bon magnétophone et je l'ai passé une fois en les enregistrant. Et comme ça, après, je me les réécoutais sur les bandes. Donc comme ça, je les abîmais pas. Voilà, j'ai tout un tas d'époques qui sont encore en très très bon état. Et quand j'ai voulu en racheter, là, je voulais signaler quelque chose. Il y a quelque temps, au centre culturel Leclerc à côté de chez moi, là, il y avait des vinyles, il y en avait un qui m'intéressait. Alors je l'ai acheté, je suis arrivé chez moi, je l'ai posé sur la platine. Vous voyez, le bras de la platine se s'ouvrait quand il était gondolé. Alors je l'ai ramené, ils m'ont dit, mais vous l'avez ouvert. Je lui ai dit, pour que je vois qu'il fait sauter ma platine, effectivement, je l'ai ouvert. Alors ils ont été disputés, et bon, on va vous en demander un autre, ils n'étaient pas très contents. Ils m'en ont ramené un autre 15 jours, 3 semaines après, je l'ai repris, pareil. Alors je l'ai ramené, ils étaient encore moins contents, ils m'ont remboursé, donc j'ai dit je laisse tomber. Parce qu'en plus c'est ça, c'est qu'il y a une époque où il y avait des disquaires, des vrais, qui savaient ranger des vinyles, pas les laisser sur la plage arrière de la bagnole au soleil, dans la camionnette. Non mais c'est vrai, et là aujourd'hui c'est amené par un livreur, lui il a un mètre cube de CD, et puis il a quelques dizaines de vinyles, et il les laisse pareil, le CD craint rien, mais les vinyles, s'il est mal entreposé, donc c'est que réfléchir. Je m'aperçois que là le vinyle revient, les maisons de disques qui emballent les vinyles, ils n'ont pas encore compris que c'était des vinyles, parce qu'ils pouvaient prendre un peu plus de précautions, parce que des fois ça arrive dans un état catastrophique. Christophe, tu peux le mettre en place pour un troisième morceau, s'il te plaît. Pendant ce temps, je vais demander quand même à Fifi qui sélectionne la musique qui passe un volume souvent important dans le magasin Itapor, puisque c'est aussi un peu la marque de fabrique de ce magasin. C'est le secret de Zakufène, on se fait une sélection de nouveautés, il y a énormément de nouveautés qui sortent toutes les semaines. Il y a des disques qui sont plus attendus que d'autres, il y a des disques et des nouveautés qu'on n'a pas vraiment besoin d'écouter en sachant l'artiste. Par contre, il est intéressant d'écouter les artistes pas connus, qui ont un article ou un peu de presse ou qui fait une tournée, donc c'est l'intérêt. D'accord, donc la musique qui passe en fond sonore, c'est justement pour que vous-même, vendeur de hit, vous les découvriez. Disons que quand on reçoit entre 15 et 30 nouveautés par semaine, bon, on est obligé quand même Non, puis en plus, par rapport aux chroniques qui sont souvent faites par des journalistes qui doivent écouter 30 disques d'un coup, je veux dire, moi je suis sûr que le gars, quand il chronique 30 disques au bout du 25e, il décroche. Donc pour avoir une oreille un peu différente, et puis pour
pour savoir de quoi on parle par rapport à la personne qui nous demande de quoi il en est. Déjà savoir si c'est les mêmes musiciens qu'il y a dans le groupe, voilà, c'est quand même un minimum pour. Parce que là, la production, c'est incroyable. Très bien. Merci Christophe. Donc un troisième morceau en live, puis ensuite on continuera à discuter, mais avec Badu qui nous parlera de son label. Tiens Christophe, on va quand même parler un peu de toi en tant que musicien. Donc, j'ai dit que tu faisais beaucoup de tribute Pink Floyd. Je vois que tu relances ton tribute Pink Floyd justement. Oui. Après des années à errer dans les bars du Vieux-Nice comme beaucoup de musiciens de la rue Guénante. Donc on a monté le projet Hommage Pink Floyd. Comparé aux autres groupes, on n'est que 4 et on fait toute la partie des années 60, on fait vachement Syd Barrett. Et la première heure et demie du concert est clôturée par le live à Pompéi avec Icos. Ensuite, je joue en acoustique 3 morceaux, accompagnés par une flûte traversière, qui donne un côté un peu progressif, un peu la Jet Rock 2. Et puis ensuite, on fait des grands titres. Pour la petite info, on repart en tournée à partir du mois d'octobre, n'ayant eu aucune maison de production qui voulait nous suivre et de gens qui voulaient nous tourner. Et bien tout simplement, je me suis pris par la main, j'ai monté une société de production qui va financer et qui va réaliser la tournée qui aura lieu à l'automne et à l'hiver 2015-2016. Voilà. Merci Christophe, nous sommes à la médiathèque de Montsartou autour du disquaire Hit Import à l'occasion du disquaire D. Badu, les Dum Dum Boys est avec nous.
Donc merci Badu de t'être déplacé jusqu'ici. Tu peux nous parler donc de Monotone? C'est un label que j'ai créé il y a 7-8 ans, essentiellement pour sortir les disques de mes groupes, et depuis quelques temps pour sortir aussi d'autres trucs que j'aime bien. Et en fait, j'aurais dû le faire longtemps avant, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Et c'est quand même bien, surtout vu l'état du disque en 2015, et de la distribution. Finalement, avant de signer sur un vrai gros label, autant tout faire soi-même que signer sur un petit label qui a guère de moyens de toute façon. Donc je recommande à tout le monde de faire ça. Et donc, mis à part les projets de nom, tu as d'autres artistes avec vous? C'est surtout ça quand même, le gros du truc. J'ai sorti 15 disques, donc une douzaine, c'est les groupes dans lesquels je joue. Il y a un disque solo de Brach, le guitariste des Dab. Là, j'ai sorti une réédition d'un truc des années 80, Justin Love, un truc américain, un peu à la Flanders. Et j'aimerais bien continuer à faire un peu moitié nouveauté, moitié réédition s'il y a des trucs. Et en vinyle, justement, ou en CD? Que en vinyle, ouais. 45 tours, maxi, 33. C'est vrai que ça limite le marché, mais faire des CD de toute façon, vendre des CD, j'ai l'impression de manquer du monde. Après, il y a plein de gens qui disent, ouais, ça n'est pas un MP3, on ne peut pas le télécharger. Ça, s'ils veulent le télécharger, j'ai rien contre, mais moi, je fais que du vinyle. Donc ton autre facette, c'est les Dub Boys, vous en êtes où les Dub Boys? On prépare un prochain album pour sortir fin d'année, donc plutôt début d'année prochaine, relativement prochainement. Relativement. D'accord, merci. Fifi Timbord, par rapport à la scène locale, c'est quoi votre rapport? Est-ce que justement vous vendez des artistes locaux? Est-ce que vous êtes là aussi des fricheurs? Est-ce que vous leur permettez de se rencontrer? Il y a énormément d'artistes, il y a énormément de musiciens dans la région. Les gens ne se rendent pas compte, mais bon, il reste quand même pas mal de d'instruments, mais il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes qui essaient d'en vivre, qui essaient de se faire plaisir. Et il est facile maintenant de faire un CD. Vous rentrez en studio, vous faites un studio, vous pouvez graver un CD, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Et ça permet au groupe de se faire connaître, de se faire une carte de visite. Bon, après, ils peuvent passer par le truc classique, envoyer au label, envoyer aux maisons de disques, envoyer aux radios. Le CD, vous en prestez 500, vous en vendez, vous faites des concerts, vous en vendez, vous en mettez en dépôt-vente dans certains magasins on le fait systématiquement. Il y a des gens qui disent oui, écoutez, avant, on ne l'écoute pas. Je veux dire, les gens proposent un produit, on le met en vente, après il y a le bouche à oreille, des lycéens qui connaissent, voilà, mon disque il en vente là-bas, le gars il joue un concert, on vend notre disque, il en vente à un endroit. Il y a eu des choses qui ont très bien marché. À l'époque de la cassette, même à l'époque du CD, il y a des groupes qui ont très bien marché. Et qu'est-ce qui te vient en tête comme groupe de la scène locale qui t'appartient? Là, il y a un groupe local qui marche pas mal, on en vend pas mal, ils ont fait un petit CD qui se vend 5 €, qui s'appelle Miss America, qui est pas mal. C'est une vente. Christophe j'ai travaillé sur le mixage de l'album. Après, bon, tout dépend un peu du style, mais il y a des. C'est curieux, il y a des artistes. Je pense qu'après, il y a un travail de promo qui doit être fait. Et c'est là que je vois que je sais que Badu est constamment en mission, de par sa manière de travailler. Il sera en mission toute sa vie d'ailleurs, parce que lui, en fait, il sait ce que c'est la promo. Et je pense qu'en France, sur un plan artistique, il y a beaucoup mieux à faire. Je veux dire, il y a un travail qui, je sais pas, moi il y a des gens qui m'amènent des flyers, je leur dis bon c'est quoi? Ah je sais pas, on me dit de dire quoi? Constamment. C'est dommage, je veux dire, de ne pas s'intéresser à ce qu'on fait, et ça manque un peu de logique quelque part. Après bon, on fait un disque, je veux dire, avant d'arriver, quand on faisait un disque, c'était une finalité, c'était le Graal. Maintenant on fait un disque, finalement c'est le début. C'est très facile, ouais. C'est le début. Peut-être le début des ennuis pour certains, parce qu'après, il y a le mental qu'il faut qu'ils suivent. Souvent, les libraires se mettent à écrire. Tu t'es mis, toi, à faire un peu de musique? Je gratouille. Je gratouille depuis 30 ans, je gratouillerai toujours, mais ouais, j'ai joué dans des groupes comme ça. On a bien fait rire la scène locale, et on a eu un succès. Je sais que des fois, on m'arrête dans leur rue, on parle encore. Et bon, voilà, je veux dire, en fait, on a
on a permis à des jeunes musiciens novices à dire que c'était possible, en fait. C'était un peu le but. C'est important ça. Voilà, c'est pas trop prendre au sérieux, bon, on savait rien faire. Et puis bon, on a commencé par un morceau de Rolling Stones, comme eux ils jouaient pas très bien, on peut dire bon, ben, on jouera pareil qu'eux. Et puis bon, l'un dans l'autre, ça s'est fait comme ça. Et bon, non, mais ça a été une expérience. C'est vrai, c'est important de voir des groupes locaux. Tu vois, moi, quand j'étais adolescent, j'allais voir des trucs au théâtre de Verdure. C'est comme d'aller voir un film, ça paraît, notre planète, ça paraît pas faisable. On est de voir des groupes locaux aussi, ils sont bons. Quand j'étais jeune, il y avait les Playboy déjà qui existaient. Je me disais, tiens, il y a un groupe local qui est bon, qui reprend des trucs que j'aime bien, ça donne envie. Et quand on voit des groupes locaux mauvais, on se dit, bah tiens, je pourrais être moi aussi bon que. Donc vraiment, c'est important. Alors moi, c'est les groupes locaux qui m'ont donné envie de jouer la guitare, c'est pas Jimi Hendrix, c'est de voir que c'était possible. Je me rappelle, il y avait Munich, il y avait des pubs à l'époque, on voyait des gars, on était assis devant la salle, on voyait des gars jouer, on dit waouh, on s'imaginait pas que c'était possible, et puis ça donne envie. C'est ça le. Ouais, la seule chose que je voulais dire, c'est franchement la relèvement entre les magasins de musique et Interport, on a été abonnés quand même, parce que il y a beaucoup de gens, je pense de ma génération, qui ayant fréquenté cette rue-là, entre les magasins de musique, les mecs comme Alex, ou même Pascal, ou même en passant chez vous, on est tous passés à un moment donné par la rue des Pentes pour prendre le conseil, pour prendre le truc, pour rencontrer les musiciens, pour avoir des avis, etc. Et on a tous, on s'est tous à un moment donné retrouvés dans le Vieux-Nice, et la scène locale, elle s'est ouverte à partir de là. La rue des Pentes, d'un point de vue artistique, ça a vraiment été charnière à Nice, je pense. Ouais, mais en même temps, je peux te dire qu'on passe pour une à la braque, on passe pour des fous. Vraiment, on se rend compte que des fois, les gens disent, mais. Vous êtes dans le paysage, même si vous êtes des fous, vous êtes dans le Non, paysage. mais faire la musique, enfin, du rock en général, je veux dire, les gens, pour certains, c'est la musique à mes parents, et ça se perpétue, c'est quand même incroyable. Et c'est, je sais pas, c'est l'ADN, c'est la scène, voilà, ça continue, et ça s'arrêtera jamais. C'est un train qu'on n'entend pas, c'est fabuleux, je trouve. Parce que les nouvelles générations arrivent, et elles kiffent elles prennent plaisir à l'artiste, à la musique qu'il a laissée, quoi. C'est important. Revenir à la scène locale, tu penses qu'on a une couleur particulière aussi sur Nice et sa région? Difficile à dire par rapport aux autres régions. J'aurais un petit mal à prononcer. Il y a énormément de musiciens de très bon niveau, et là le niveau c'est nettement amélioré par rapport à il y a 30 ans. Il y a des gars qui sont très jeunes, ils jouent, mais alors ils maîtrisent l'instrument d'une manière incroyable. Mais je trouve que les jeunes ne jouent pas. Par contre, je trouve que les jeunes ne jouent pas assez ensemble. Ils ne les mettent pas assez. Je veux dire, je connais beaucoup de musiciens, ils apprennent tout seuls. Ils apprennent. Après, ils forment un orchestre, ils forment un groupe. Mais je pense qu'il vaut mieux partir d'un niveau. Faire l'inverse. Il vaut mieux partir d'un niveau plus modeste, mais sentir son collègue le bassiste, ou son collègue le batteur, ou son collègue le chanteur, même brailler faux, mais qu'il y ait une connivence certaine. Non, mais c'est très important pour moi, parce que la technique dans la musique, bon, tout le monde en a eu besoin pour diverses raisons, mais ça occulte un peu le côté collectif du groupe. Un groupe, moi j'ai été motivé par des gars qui jouaient mieux que moi, et qui m'ont fait plus progresser que d'essayer de recopier un solo ou un morceau sur un disque. Et ça, c'est inestimable. Et donc c'est comme ça que vous êtes créé, vous? Ça a été cette... Oui, là devant, on a fait des concerts presque avant de répéter, sans savoir jouer. À l'ancienne. Quand même, on apprend plus vite à un concert quand on répète ou à la maison. Moi, jouer la guitare à la maison tout seul, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéressait pas à l'époque, ça ne m'intéresse pas plus maintenant. Heureusement aussi qu'à l'époque, il y avait le pub Saint-Laurent, maintenant il y a le volume, il y a d'autres salles. Il y a eu un grand creux comme à Nice dans les années 90-2000 où c'était pas évident pour se lancer. Et quand même, il y a toute une génération qui est passée à la trappe. Il y a un rayon vinyle, il est un peu loin. Oui, évidemment. Question con. C'est un véhicule autour de 12 000, forcément, On met la cassette. On pourrait parler du retour de la cassette. Cassette, c'est Je trouve un peu
cassettes. Non, mais je crois pour le discarder, il y a un artiste qui propose des cassettes. Non, je ne savais pas, mais tu Il y a même de nouveau un truc qui fabrique des flexibles. Mais bon, pas près de voir. On va y voir les flexibles. On va arriver au bout de cette discussion autour donc, de Itapor et du disque RD. On va laisser Christophe nous faire un dernier morceau en live. Et avant de se quitter, on prendra quand même à Fifi et à Badu. Alors pour des musiciens, c'est terrible, mais l'île déserte, tu vas réfléchir au disque, au livre et au film sur cette satanée île déserte qui déménage à Port-Sartou ce soir. Et puis on se quittera là-dessus, vous avez envie de rajouter quelque chose. Donc on écoute Christophe pour un quatrième morceau que tu présentes, parce que tu n'as pas présenté tout à l'heure, s'il te plaît. Et ensuite, désolé Fifi, je te demanderai ce que tu apportes sur cette vidéo. Il est déjà parti souvent, mais il est parti encore une fois. Je pense que je vais avoir la réponse. Je réfléchis. Pour des gens qui aiment le collectif. Voilà, nous sommes à la médiathèque de Mont-Sartou, à l'occasion du disque RD. Donc c'est demain un peu partout en France, avec plein d'événements et plein d'éditions spéciales pour cette journée. Avec des artistes qui font des inédits. Là, je vois Feu Chatterton, c'est extrêmement bon comme mot français, ça me fait passer à Bachoul. Et les Foo Fighters qui font un truc, il y a Christine and the Queen, le gros succès, tu dois détester ça, toi, j'imagine. Ça horrible. Voilà, je le savais. Enfin, peut-être. Enfin, tout le monde, mais beaucoup de gens se prêtent au jeu. Là, il y a une réédition de Pulp, enfin plein de choses. Et Les Inrecuptibles, le magazine que vous connaissez tous, a sorti un encart spécial dans le dernier numéro avec la série Mad Men en couverture. Un encart spécial qui est vraiment bien foutu. Donc si vous voulez tout savoir, vous pouvez acheter les Inrock. Il y a tout ce qui se passe en France à l'occasion du disque RD demain. Chris. Oui. Alors pour ce que j'ai joué ce soir, mon premier morceau c'était Wish You Were Here. Après j'ai joué Knock on Heaven's Door de Bob Dylan, puis j'ai enchaîné avec Little Wing de Jimi Hendrix. Et pour finir je vais faire Redemption Song de Bob Marley. Comme ça on aura vu un petit panel sur 4 morceaux de ce qu'a été la culture vinyle. Voilà. Si je me souviens du morceau. From
song of freedom, the redemption song. Merci Christophe. Christophe qui intervient le mardi dans l'émission L'Oreille qui gratte, une émission consacrée au répertoire local et aux autoproductions qui est diffusée sur Agora Côte d'Azur 94 à Grasse, 94.10, 88.9 à Menton, le mardi entre 19h10 et 21h. Donc sur Agora Côte d'Azur, l'émission est aussi disponible sur notre web radio, radio.l'oreillequigratte.com, et tout ce qui est dit ce soir à la médiathèque de Montsartou est enregistré et vous pourrez le retrouver sur cette web radio, radio.l'oreillequigratte.com. Et il y a une petite nouveauté, ça s'appelle Les Chroniques de San Antonio, et c'est des critiques que j'ai par rapport aux nouvelles sorties et à certaines choses. Et si vous voulez vous amuser, voilà, j'écris sur un ton humoristique, et je suis un peu le canard boiteux de l'équipe, en fait, là où tout le monde dit que c'est bien, moi je dis que c'est vrai. Et je mets pas mal de petites anecdotes sympas sur l'histoire du rock, et j'ai un œil très rock'n'roll sur la vision des choses, et sur notre site vous pourrez trouver toutes les chroniques, j'en balance une par semaine. La dernière fois c'était justement, la dernière chronique c'était Vinyle contre MP3, voilà. C'est disponible sur notre blog, l'oreillequigratte.com. Donc Fifi réfléchit à son île déserte, parce que j'imagine que bien ça doit être difficile pour quelqu'un qui vit dans les disques depuis, je sais. Donc tu continues à réfléchir, tu peux en citer 3-4, t'inquiète pas. Gilles va poser quelques questions à l'interview. Puisque c'est le disquaire je pensais à ce que faisait Manu, parce qu'il est un peu disquaire, avant dans les boîtes de nuit on disait disquaire, prendre un petit jockey, maintenant mon mix je crois. Et il passe des disques vinyles le soir, de temps en temps, au Pompadour, ça doit s'appeler Twist All Night, c'est ça je crois? Twist All Night. Voilà. Tu nous parles de ce rendez-vous, parce que c'est intéressant pour ceux qui aiment la musique bonne. Ouais, c'est des soirées DJ que je fais avec un copain Richard, depuis 3 ans maintenant régulièrement. Au Pompadour, donc un bar au Dionys, sauf que la dernière soirée, il y a une semaine, on s'est engueulé, donc la prochaine risque probablement d'être ailleurs qu'au Pompadour. Je ne dirai pas du mal de lui à l'antenne. Non, on ne fait pas. Et donc tu as un vrai plaisir à mixer et à faire découvrir, un peu comme un vendeur de disques aussi, justement. Oh, c'est un vrai plaisir de faire des soirées. J'ai adoré moi, citer les âges et tout ça. Il y a plein de gamins qui viennent et qui s'éclatent sur la musique soul et rock des années 60, 70, c'était vraiment super. Manu, il a un peu la démarche du disquaire dans la mesure où je pense qu'il a envie qu'un artiste qui n'a pas sa chance, lui, il veut lui donner en le diffusant. Et c'est ça important, parce que bon, il y a des artistes qui sont, entre guillemets, faciles à vendre. Et je pense que Manu, quand il découvre un artiste qui mériterait d'être entendu, parce qu'il préfère cet artiste-là au niveau de son intégrité, je pense qu'il a envie de le faire connaître. Et ça, c'est très important. Parce qu'on sait, souvent dans la musique, la meilleure œuvre des groupes, c'est souvent à leur début. C'est là où la créativité est la plus importante, tout est là. L'énergie, après, bon, le star system, pas forcément, mais une certaine routine s'installe. Et il est important de faire découvrir des artistes quand ils sont vraiment en pleine possession de leurs moyens. Et je pense qu'un disquaire est mal vu à travers ses activités musicales, il a très bien compris le processus. Et ça, c'est très important. Parce que c'est de dire que tel artiste qui vend des millions d'albums, oui, ça c'est pas vraiment difficile. Et là, la démarche est intéressante, surtout bon, dans la région dans laquelle on vit, où c'est difficile d'avoir d'intervenir des artistes extérieurs, faire tourner ces gens-là. Bon, on n'est pas en capitale, c'est compliqué pour nous. Et l'organisation de concerts, ça vous est jamais passé en tête pour des groupes locaux? C'est un truc à attraper que des cheveux blancs, il va suicider ça. C'est difficile. Enfin, j'exagère, hein, mais je pense que ça va faire quand même pas mal de nuits blanches pour les gens qui s'en occupent, parce que ça va être vraiment difficile. Déjà, le nombre de salles disponibles au niveau de la capacité et au niveau des frais sans genre, vous êtes obligé de calculer le prix de vos billets, l'artiste, quand même, voilà. Et je pense que ça va être quand même assez compliqué. Et donc, on continue la discussion, alors qu'on avait dit qu'on allait s'arrêter, donc plein de choses à dire, la petite rapport. Un fanzine, ça vous a jamais tenté non plus pour faire partie? Il y a eu le meilleur fanzine qu'il y a, c'est Zéro. Oui. C'est bien que tu parles de Zéro. Ah ouais, non, franchement, bon, le fanzine, c'est un truc qui a complètement disparu. Bon, c'était hyper. Il y en avait partout dans les années 80-90, ça a complètement disparu. Et là, ça revient et Zéro, c'est la meilleure synthèse possible.
Il y a le noir et blanc, il y a tout, il y a le cadrage, il y a l'humour, il y a l'écriture, c'est parfait. Et on découvre ce zéro, on en parler. C'est disponible avec le port, mais bon, je pense que c'est disponible juste derrière. Et c'est voilà, c'est le fanzine qu'il faut avoir, c'est déjà ça coûte strictement rien, en plus on peut se faire plaisir et on découvre plein de choses hyper marrantes. Pas sur zéro. Sur zéro. Ça parle pas tellement de musique, donc c'est peut-être pas très adapté à la discussion, mais ça parle un peu quand même. Quand même. Alors Fifi, la île déserte. Donc tu pars sur une île déserte, j'ai honte de te la poser, parce que je sais quand on écoute de la musique toute la journée, combien c'est dur. Tu pars sur une île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film, et puis tu peux en prendre plusieurs, et tu peux aussi développer, puisqu'on est entre nous ce soir. Je ne peux pas passer mon tour à quelqu'un pour réfléchir. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Bon, on peut le tourner autrement, on peut faire un tour de table et demander à chacun quel était le premier vinyle qu'on a acheté. Moi personnellement c'était. Enfin moi j'ai eu la chance d'avoir une personne qui vivait dans mon immeuble qui s'est débarrassé de tous les disques internationaux, donc comme elle n'aimait pas le rock'n'roll, j'ai récupéré tous les Little Richard et des trucs comme ça, parce qu'elle n'écoutait que la variété française, donc j'ai été élevé à ça grâce à cette personne. Et puis le premier disque que j'ai acheté, je crois que c'était dans la collection L'âge d'or des Rolling Stones, c'était le volume 4, pour les Satisfaction. Voilà, c'était le premier 33 que je me suis offert. D'accord. Très bien. Là, j'ai eu ton premier achat de suite. Pas sûr, il me semble bien, c'est le live de Deep Purple. Oui, Non, justement, j'ai voulu acheter Made in Japan, et j'ai acheté l'autre live au Japon, avec l'autre guitariste, Tommy Bolin, qui est assez mauvais. C'est un dérapage culturel, ça. Il n'a pas percé dans le marbre. Il a continué. Moi, je crois que c'était le Queen's Dead des Smiths, le premier disque que j'ai acheté, puisque j'étais contemporain, je devais avoir 12 ans à l'époque. Voilà. C'est Christophe ou Gilbert. Ouais, ça devait être Charles Rock en 58 ou un truc comme ça, un 45 tours. Voilà, Elvis Presley. On va commencer par ça. Moi, je vais faire mon classique, c'était The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ah, parlons de Pink Floyd, tu peux nous faire un Pink Floyd qu'on se quitte là-dessus? Tu dois forcément reconnaître par cœur avec Christophe. Voilà, c'est toujours bien de se quitter en musique. Tu veux rajouter quelque chose, Fifi? Je pense qu'on peut. J'étais, moi et Bandu, je pense, on était très contents d'être là, c'était hyper intéressant, hyper sympa, on a échangé pas mal de choses, les gens étaient à l'écoute, et puis c'est important, pour la musique, je trouve que c'est important. Vraiment. C'est un art essentiel pour moi, et ça restera quelque chose d'essentiel de musique. Et dès qu'on peut en parler, dès qu'on peut en partager quelques instants avec passion, parce que tout est là, hein, la passion est là, c'est toujours avoir commencé. Ça, c'est important. Manu, tu as un dernier mot? Merci tout le monde. Merci Montsartou. Je suis venu le mois dernier jouer au Flipper au festival Replay. Manu, c'est un fan de film. Félicitations à Montsartou. Oui, c'est une très belle idée qu'a eu la médiathèque de Montsartou. Et chaque année, ils font ça à l'occasion de Discarder. Une belle idée, on est tous invités. Moi, je suis invité comme vous, c'est Philippe Gamba et Vincent Corbier qui organisent tout ça. Et voilà, c'était une discussion d'une grosse heure autour de l'Itamport et on a été vraiment ravis d'être là. Donc, tout a été enregistré, donc tout sera disponible sur notre web radio.l'oreillequigarde.com où vous allez sur notre blog l'oreillequigarde.com, il y a toutes les informations. Et si vous fouinez, vous retrouvez plein d'émissions avec l'ami Bantu, que ce soit avec nous, que ce soit avec les Dub Dub Boys. Voilà, merci à tous. Je vous demande d'applaudir la médiathèque de Montsartou, le mérite. D'avoir été attentif comme le disait Fifi, parce que je me rends compte que ça fait 1h20 qu'on discute, donc c'est quand même sacrément long, on n'a pas vu le temps passer, donc c'était un bonheur et on se quitte. Christophe, merci d'avoir pris l'éditeur aussi. Merci de t'avoir invité, malgré mon état grippal. Je vais faire un très bon morceau de Pink Floyd qui se trouve sur l'album Atomos Mother qui s'appelle Fatal Sun.
Speak to me, sing to me. Well, we found our sun and the sky is afloat. Summer evening, birds are calling. Summer's found their time here. Sound of music in my ear. Distant bells, you on the grounds, smell so sweet, so sweet. When it